La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. 2023 se présente comme une bonne année pour l'industrie du voyage, retour aux chiffres noirs, voire des résultats records pour certains. Pourquoi? Est-ce que ça va durer? Nous poserons la question au vice-président de la Fédération suisse du voyage. Stéphane Jaillet, notre invité aujourd'hui sur le plateau de B2B. Stéphane Jaillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, on va faire connaissance avec vous au travers d'un changement de mode, de style de vie que vous avez vécu dans les années 2000 lorsque vous emménagez dans la commune de Tartenien. Vous êtes devenu syndic depuis de cette commune-là et vous étiez, je cite, avant cela, un pendulaire actif dans le tertiaire qui roulait en Porsche. Vous regrettez quand même un peu cette vie-là? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a de la superficialité dans beaucoup de choses. Sans faire d'amalgame, c'est vrai que je suis arrivé dans cette commune et j'ai découvert des valeurs que je ne connaissais pas, mais j'en ai amené aussi d'autres. Donc c'est le côté Lesquelles, échange. par exemple? Le côté dynamique d'une ville, le côté il faut regarder un petit peu différemment les citadins ou les pendulaires. Donc là, effectivement, on a pu partager, on a pu échanger des points de vue pour casser un peu les amalgames et les stéréotypes. Vous vous sentez bien dans cette nouvelle vie, vous l'avez déjà dit, mais il y a une petite chose quand même qui vous manque de Lausanne, puisque vous étiez lausannois. Oui, alors un peu la vie nocturne, parce que dans un village de 249 habitants, sans café-restaurant, mais on va en ouvrir un au mois de juin. C'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Par contre, justement, c'est compensé par plein d'autres choses. Vous parliez de valeurs découvertes, celle de la terre, pour vous citer, du respect des saisons, de la vigne. Lausanne n'est pourtant pas une mégapole et Tartenien se trouve dans un rayon de 30 km. Il y a une telle différence? Oui, il y a quand même une différence en fonction des quartiers. Moi, j'ai habité dans une maison de plus de 100 habitations. Donc, on était dans nos petits logements, entre guillemets. Là, on se retrouve au milieu des vignes. On se retrouve avec cette présence et cette cohérence avec des vignerons, des artisans qu'on n'a pas vraiment dans certains quartiers à Lausanne. On peut aller les chercher, on est bien d'accord. On n'est pas dans une prison non plus, puisque Lausanne, c'est ma ville de cœur. Et d'ailleurs, j'y viens souvent. Mais pour moi, c'était juste absolument superbe d'avoir une possibilité de compléter un petit peu mes valeurs et puis mes connaissances. Vous êtes quelqu'un de très actif, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette première partie. Justement, en arrivant à Tartenien, il n'y a pas une sensation de vide d'un coup? Une Sensation de vide? Pas du tout. Non. Alors, c'est pas du tout ça. Au contraire, puisqu'on découvre plein de choses. Donc, ce qu'on pourrait avoir comme vide se remplit très, très vite, y compris les verres de vin blanc de Tartenien. Vous semblez très attaché maintenant à cette région, mais on m'a parlé du tourisme tout à l'heure. Vous aimez voyager. Qu'est-ce que vous aimez comme voyage? Alors, je ne suis pas un pigeon voyageur ou un grand voyageur, mais ce que j'aime, c'est découvrir surtout les cultures, échanger avec les gens et pouvoir justement comparer et m'enrichir de ces échanges. Je ne suis jamais, et ça je le regrette, parti sac à dos avec soit un copain ou une copine. Il n'est jamais trop tard. Alors, il est jamais trop tard, effectivement. C'est peut-être quelque chose à la retraite, puisque normalement, dans 6-7 ans, je devrais passer l'épaule pour partir à la Vous prendrez retraite. la retraite un jour, vraiment. Vous qui avez l'air Alors, hyperactif à faire plein de choses. on va parler de retraite active, mais peut-être dans cette retraite-là, il peut y avoir une petite fenêtre pour, alors évidemment, pas partir très loin et très longtemps, puisque j'ai une femme et une fille de 16 ans. Donc, il y a quand même des priorités. Le journal 24 heures dressait votre portrait mi-novembre dans le cadre d'une manifestation que vous organisiez à Tartenien, le mondial de fondu pour ne pas le citer. Il y a un passage dans lequel vous expliquez d'abord avoir refusé de grader à l'armée car vous étiez le seul de votre troupe à ne pas avoir fait d'études. Vous avez fait pourtant une formation post-obligatoire à l'EPCL. L'école, c'était pas votre truc de manière globale?
Non, pas du tout. Alors, je tiens à corriger, puisque dans le 24 heures, je l'ai déjà dit à mon ami journaliste que je ne suis pas de l'infanterie, mais de l'artillerie, puisqu'il va bientôt y avoir une fête qui s'appelle la Sainte-Barbe. Et tous mes amis artilleurs, vu que je préside la Société d'artillerie de Lausanne, vont bien me le faire comprendre. Donc, c'est bien dans l'artillerie. Et c'est pour ça que dans l'artillerie, c'est une arme assez élitiste. Et j'étais le seul employé de commerce au niveau de l'école de sous-officiers. Et puis après, on devait poser nos qualifications pour être soit sous-officier supérieur, soit officier. Et je me voyais pas trop officier, puisque officier dans l'artillerie, il y a quand même beaucoup de théorie et beaucoup de choses à faire. Par contre, j'avais un certain, entre guillemets, charisme et leadership en bon français. Et c'est ça qui m'a fait passer l'épaule, surtout avec des amis qui m'ont dit non, non, on fait l'école d'officier, mais seulement si tu viens avec moi. Puis après, j'ai commandé un groupe. Donc voilà, j'ai commandé une unité dans l'artillerie et puis j'ai appris énormément, j'ai enrichi mon réseau, j'ai appris des valeurs de commandement aussi et différentes règles que j'applique encore tous les jours dans l'organisation aussi du mondial de fondu, mais Pouvez nous en évidemment citer dans mon une ou deux quotidien. Ouais. Quelle valeur, oui, vous avez appris? C'est les valeurs de la systématique, c'est la valeur du commander, contrôler, corriger, c'est des valeurs de galvanisation aussi des troupes, de conduite, de gouvernance. Et ça, c'est vrai que l'armée nous offre une immense, un très grand terrain de jeu, parce que si on se trompe dans une donnée d'ordre, ben voilà, on recommence. On peut en tout cas peut-être dire que l'exercice n'est pas réussi. Par contre, on doit faire passer aussi, et vu que vous êtes dans la communication, on doit aussi faire passer une mission à tout un segment qui peut partir de quelqu'un qui n'a pas trop d'écoute par rapport à l'armée, et puis peut-être un fils de président de la Confédération. Je ne dis pas qu'un a de l'écoute et l'autre pas d'écoute, mais on a un spectre qui est très très large, et ça, l'armée nous donne cette possibilité-là en tant que management militaire. S'il devait n'y avoir qu'un seul moment mémorable dans cette période, ça serait lequel? Vous pourriez nous le raconter? Alors, j'étais pilote de char, donc d'obusier blindé, et évidemment, c'est la fondue dans un char, ça c'est magnifique. Ça vous suit la fondue. Hein. Exactement. Vous commencez votre carrière dans le tourisme chez Kuoni et BTI en 1982. Qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine? Alors, c'est un hasard complet, je voulais être caméraman à la TV. J'ai fait 3 semaines de stage auprès d'un photographe en bas du Petit Chêne pour avoir justement, pour pouvoir toucher un peu ce domaine-là. Le photographe m'a dit, écoute, il y a quand même peu de débouchés par rapport à ce que tu aimerais faire. Essaye de réfléchir peut-être pour partir sur une autre voie. Ma maman était dans les assurances. On peut être commerce, assurance, c'était pas trop sexy à ce niveau-là. Et puis là, tout à coup, il y a une opportunité dans une agence de voyage. Et je suis arrivé un petit peu quand même par hasard. Et c'est pour ça que je répondais tout à l'heure. Je ne suis pas un grand voyageur. Ce n'est pas ma passion de voyager. Je suis plutôt quelqu'un qui aime réfléchir, commander, trouver des solutions, proposer, créer. Et c'est pour ça que le domaine du voyage est juste magnifique par rapport à ces dynamiques-là. Les d'opportunités, c'était une annonce c'était quelqu'un que vous connaissiez? C'est mon papa qui connaissait un responsable d'agence de voyage. Et ce responsable a fait venir 50 candidats en 81. Et sur les 50, on était 2. Je faisais partie des 2. Et j'ai commencé le 2 août 1982, puisque normalement, je devais commencer le 8 août, mais le monsieur s'était trompé dans mon contrat. Donc, il m'a téléphoné. J'étais au Tessin le 31 juillet. J'ai dû prendre le train pour le 1er août pour pouvoir commencer le 2 août. Et je le remercie d'ailleurs, puisque je suis là aujourd'hui avec vous. Et puis, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le secteur d'activité. Vous avez passé de nombreuses années chez Kuoni, groupe zurichois qui a revendu une partie de cette activité après à un groupe anglais, Hogg Robinson, avec qui vous avez aussi travaillé. C'était 2 cultures de travail très, très différentes. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, Kuoni maintenant a été racheté par Der Touristik, par les Allemands. C'est vrai que c'était avant ça. Ouais, j'étais responsable pour toute la Suisse romande, à part la région de Genève, du canal voyage d'affaires. Justement, BTI, c'était BTI Kuoni Switzerland, Kuoni voyage d'affaires SA. Enfin, il y a eu au moins 4 à 5 changements de raisons sociales. Et puis, Hogg Robinson, avec évidemment ce management à l'anglaise, a racheté ce canal voyage d'affaires à Kuoni. Et puis, j'ai fait 6 mois parce qu'on était dans le premier wagon de la restructuration. J'avais 2 collègues sur Genève et moi.
Et puis c'est vrai qu'à 40 ans, enfin, c'était en 2004, donc à 39 ans, c'était un petit peu compliqué de se retrouver face voilà, au chômage, à quelque part. J'étais en plein divorce aussi, donc il y a eu beaucoup. Et puis comme j'étais un petit peu le pendulaire du village et de la commune de Tartenian, là aussi, il y a des personnes qui sont sorties du bois ou des vignes et qui m'ont donné le coup de main nécessaire à rester à flot, sans mauvais jeu de mots, et ce qui m'a permis de restabiliser un petit peu le bateau et de me relancer dans une société où je suis toujours administrateur et directeur, qui avait été vacances. Alors justement, vous êtes dans plein d'endroits, liste non exhaustive. Vous êtes sur ce plateau aujourd'hui en qualité de vice-président de la Fédération suisse du voyage. Vous êtes également copropriétaire, vous le disiez, et directeur de l'agence VT Vacances, qui est basée à Écublanc. Vous êtes aussi président du Mondial de la Fondue, on l'évoquait également, au dicaster du tourisme de Nyon, président de la Société d'artillerie de Lausanne. Vous n'avez pas peur d'être partout et nulle part à la fois, parfois? Ouais, mais j'ai de la peine à dire non. Donc, il ne faut pas le véhiculer trop large parce qu'on va encore me donner quelques casquettes. Non, blague à part, c'est vrai que tous ces mandats, c'est des choses que j'aime faire. C'est des gens avec qui j'aime partager, j'aime créer, j'aime développer. Mais c'est vrai que j'ai 58 ans et je commence à tirer un petit peu la langue par rapport à ça. La récupération, et on l'entend peut-être au niveau de ma voix, vu que j'ai 3 jours de mondial de fondue On précise derrière. qu'on enregistre quelques jours seulement après ce fameux mondial. Oui. C'est juste. Donc voilà, je sais que je dois réduire un petit peu la voilure, mais tout ce que je fais, j'aime, et c'est tous des mandats et des fonctions complémentaires. Vous vous définissez comme un hyperactif. Vous avez déjà essayé de ne rien faire pendant quelques jours? Pendant quelques jours, non. Pendant quelques heures, oui. Et le silence, le calme, c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui vous va bien quand même d'une certaine manière? Non, ça me va bien. D'ailleurs, à la maison, il y a pas, enfin, bien sûr qu'il y a une TV, il y a de la radio, mais lorsque je fais rien, il y a pas de bruit. Oui, il y a mon chien qui aboie de temps en temps. C'est un bulldog anglais, donc qui est aussi lui hyperactif. Enfin, c'est une fille, donc c'est assez rigolo parce que trouver un bulldog anglais hyperactif, c'est déjà assez compliqué quand on le commande sur le catalogue. Blague à part. Stéphane Jaillet, vous êtes tout juste réélu vice-président de la Fédération suisse de voyage jusqu'en 2026, c'est juste, hein? C'est juste, ouais. Alors, je le disais en introduction, 2023 semble être une bonne année pour votre secteur. En tout cas, on le voit dans les chiffres des compagnies aériennes. Par exemple, Swiss annonce un début d'année vraiment record. Le site Last Minute a aussi retrouvé les chiffres noirs. Est-ce que toute la branche a le sourire? Quasi. Je dis quasi parce qu'il y a toujours des spécialistes sur des thématiques ou des destinations qui sont peut-être un peu mises de côté, ou des destinations qui n'ont pas encore retrouvé la même envergure qu'en 19. Mais je dirais que la très très grande majorité, après une restructuration forte et douloureuse pendant le Covid, rejoint maintenant les chiffres noirs. Maintenant, c'est clair qu'on est beaucoup à devoir rembourser le crédit Covid, Ouais. où on nous met des intérêts comme ça quasiment du jour au lendemain. Donc c'est vrai que là, il y a encore des défis et des challenges à relever, mais oui, on est content. Je crois que sur ce plan des pré-Covid, vous n'êtes pas le seul à souligner la difficulté que ça peut être de les rembourser dans la restauration. Aussi, plusieurs restaurateurs sont confrontés à ces échéances. Là, vous aimeriez un peu plus de délai ou un peu plus de compréhension de la part des autorités? Oui, par exemple, on attend depuis quasiment 10 mois une réaction de la Caisse cantonale de chômage au niveau du canton de Vaud. Et ça, je trouve juste inadmissible pour une Concrètement, qu'est-ce que PME. vous attendez d'elle? On attend des remboursements. On était un petit peu hors délai par rapport à un rapport qui devait être remis à une certaine date. On a fait recours et pour l'instant, on n'a même pas un accusé de réception de la Caisse cantonale de chômage. Donc, si vous m'entendez, effectivement, ce serait pas mal de nous répondre. On leur fera passer le message. En septembre, votre président Martin Wittwer expliquait que le chiffre d'affaires était revenu à son niveau de 2019. Ce n'était pas encore le cas en nombre de passagers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ont aussi augmenté dans le secteur du voyage? Oui, parce qu'on est dans une mécanique ou dans un mécanisme d'offre et de demande. Donc le panier moyen a augmenté puisqu'il y avait moins d'offres.
La demande était en augmentation. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en 21, avec Omicron, les gens ont attendu. Il y a eu un peu d'attentisme sur 2022 pour réaliser certains voyages et pour les factualiser ou les concrétiser. Donc c'est vrai que maintenant, sur 23, vu qu'il n'y a plus de nuages, on va dire Covid ou Covidien, si je peux me permettre d'inventer un mot, on a eu une année, on va dire, complète, avec une offre qui a aussi augmenté. Et c'est vrai que là, les gens se sont fait plaisir. Par contre, il y a une infrastructure hôtelière, il y a certaines prestations comme les guides. Et ça, c'est des choses qu'on oublie et qui sont assez spécifiques. On a perdu dans le secteur d'activité, monde, une foule de compétences et de connaissances de par guides, des de personnes guides. qui Exactement, donc pas les guides papier, les guides qu'on a sur place pour des groupes, l'individuel, etc. Ces gens, évidemment, avec le Covid, ont été complètement enlisés et se sont réorientés. Et là, on a perdu énormément de connaissances et de compétences. Et le prix de ces prestations-là a aussi explosé, comme le prix des locations de voitures, puisque on attend encore des pièces de certains pays et avec des composants qu'on n'a pas. En quelques mots, comment se présente 2024 ? On peut aussi s'inquiéter des conflits qui, en Europe, sont toujours là, en Ukraine, maintenant un conflit au Proche-Orient. Vous êtes confiant pour l'année prochaine ? Oui, alors évidemment, c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui est récurrent, malheureusement. Le touriste suisse ou le voyageur suisse a un choix tellement énorme par rapport au nombre de pays sur la planète, même s'il commence maintenant à s'orienter sur des thématiques, sur des voyages thématiques, et plus sur une destination verticale, touristique, Thématique, géographique. ça veut dire quoi ? On va peut-être pour la plongée, on va peut-être pour la gastronomie, on va peut-être pour les vins, etc. Alors qu'avant, on allait plutôt dans un pays, puis on regardait ce que le pays pouvait offrir. Et c'est vrai que certaines thématiques fonctionnent très, très bien. On est confiant. Le secteur des voyages est toujours bousculé par le chikungunya, par un volcan, par une pandémie, etc. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu ça depuis le début des années 1900, mais c'est vrai qu'on s'est toujours relevé et qu'on a toujours pu stabiliser, on va dire, le secteur d'activité, parce que le Suisse est un grand voyageur, parce que le Suisse est très très bien perçu à l'étranger, parce qu'il a aussi un certain pouvoir d'achat et qu'il dépense par rapport à d'autres nationalités. Selon vos chiffres, c'est un voyage sur 4 qui est réservé via une agence de voyage. C'est une part qui est en augmentation ou en diminution ? Alors, elle a été en forte augmentation après le Covid, puisqu'il y a eu une grosse déstabilisation et de désinformation ou de difficulté à aller chercher l'information. Et c'est là où le secteur du voyage, grâce à nos agences et nos voyagistes membres, ont pu montrer la valeur ajoutée qu'on peut amener à un consommateur lambda ou à un consommateur final. La durabilité, c'est un thème aussi important dans le domaine du voyage, réduire ou tenir compte de son empreinte carbone. Sur les ondes d'une radio, je vous entendais dire que les week-ends d'enterrement de vie de garçons ou de jeunes filles dans une capitale européenne, c'est quand même pas ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, on voit les vols ont repris cette année comme jamais. Ça veut dire que les passagers ne sont pas conscients ou ne veulent pas tenir compte de leur empreinte sur l'environnement ? Alors, il y a eu une prise de conscience à un moment donné. On s'est dit, c'est bien, c'est comme la grande distribution, respectivement, pendant le Covid, où on allait dans la ferme d'à côté ou dans le petit village d'à côté pour aller chercher ces biens de consommation. On reglisse maintenant sur la grande consommation, sur les grands distributeurs. Et au niveau du voyage, nous, au niveau de la Fédération suisse, on est contre le tourisme de masse, ou l'overtourisme en bon français, parce qu'on ne s'identifie pas à ça. Cet axe, cette dynamique a détruit pas mal de villes, comme Barcelone aussi, avec les Airbnb. Le voyage, ça représente quel volume d'activité en Suisse ? C'est combien de milliards ? C'est 14 milliards. Et le voyage de masse, ça représente quelle part de ces 14 milliards ? C'est un 30% à peu près. Donc c'est quand même une part significative. Oui, mais il nous échappe au niveau de on va dire, des acteurs, que ce soit de la Fédération suisse du voyage ou autre, puisque ce genre de voyage, ce double-clic, j'aime à parler d'un voyage double-cliquable, donc on n'a pas besoin d'une valeur ajoutée d'une agence de voyage pour créer ce genre de déplacement.
Ce dont on a besoin quand on veut tenir compte de son empreinte climatique, c'est d'informations, combien je vais émettre de données. Et votre fédération a un projet, ClimaLink, voilà, pour informer, calculer ses émissions de CO2 quand on fait un voyage, un vol, une croisière ou que sais-je. Où en est vraiment ce projet? Est-ce qu'on peut disposer facilement de ces informations? Alors l'idée, c'est justement de donner une visibilité sur ce bilan carbone. On le voit quand on achète une voiture, on le voit quand on achète un frigo, on le voit quand on achète certains produits de consommation où on Les a étiquettes, hein, voilà, le ABCD, ABCD, jusqu'à GH, etc. plus tard. L'idée, c'est d'aller un petit peu dans ce sens pour justement donner cette visibilité, mais de laisser le libre choix au consommateur final de le compenser ou pas. Au jour d'aujourd'hui, 80% des gens nous disent oui, on est sensible à ça, mais il y en a que 10 qui passent à l'acte en compensant financièrement cette émission de CO2. Donc on sent qu'il y a un réel besoin de communication, mais les gens, ils veulent du concret, ils veulent savoir, je mets cette compensation CO2, mais où elle va, pour qui elle va et qu'est-ce que je vais pouvoir avoir en retour. 10%, ce sont les particuliers. Les entreprises, c'est une part plus importante? Alors, les entreprises ont effectivement des chartes, souvent en interne, des politiques de voyage, où il y a des servitudes qui sont imposées à leurs voyageurs, à leurs cadres, que ce soit dans la récupération CO2, mais aussi dans certains hôtels, ne pas prendre un étage plus haut que le 7e ou le 8e en fonction on va dire des risques de tremblement de terre, de ne pas prendre telle et telle compagnie aérienne avec une liste noire, etc. Ça représente quelle part de compensation? Alors, pour les entreprises, il y a au moins le 60 à 70% des entreprises qui ont une charte. Et là, je parle de l'international, des multinationales et des grandes entreprises nationales. Au niveau PME, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Ça coûte combien quand on veut compenser? Par rapport au prix donc, du voyage sans compensation. Et quand on ajoute la compensation, il faut prévoir quel type de budget? Un 3 à 4%, mais ça peut dépendre parce que des fois, c'est en pourcentage justement d'une prestation. Mais je dirais un 2-3%. Donc, c'est quelques dizaines de francs. Ça paraît pas très grand, oui. Non, alors c'est justement, comme d'habitude, c'est le volume qui va faire un montant. Nous, au niveau de la Fédération suisse, on souhaiterait que cette taxe soit presque obligatoire, mais si elle l'est, on veut absolument que le 100% de cette taxe aille aux recherches et au développement. Ce qu'on n'a pas jusqu'à présent, et vous le voyez aussi sur certains billets d'avion, il y a toute une liste de taxes. Des fois, vous payez un billet d'avion 23 francs, mais il y a 450 francs de taxes, et on ne sait pas trop où vont ces taxes. Nous, ce qu'on veut, c'est une transparence pour le consommateur final, et la Fédération suisse œuvre dans ce sens. Est-ce que la taxe, ça ne devrait pas être plutôt un indicateur pour que celui qui voyage se dise je ne vais pas payer la taxe si je prends le train, donc je prendrai le train à la place? C'est une incitation, ce ne serait pas le vrai but de cette taxe, hein? Non, parce qu'il y a des destinations, c'est un petit peu compliqué d'y aller en train. Le train, il faut aussi fabriquer le train, donc il y a aussi amener certaines marchandises qui font qu'il y a aussi un dégagement de CO2. Par contre, on le sent très très bien et on le voit très très bien dans les chiffres. Les clients maintenant, on parlait de thématique tout à l'heure, nous demandent de plus en plus sur l'Europe, est-ce que je peux y aller en train? Qu'est-ce que ça représente d'y aller en train? Et là, c'est très très intéressant parce que la plupart des compagnies ferroviaires européennes élargissent. Là, on était à Parme justement avec l'Assemblée générale de la Fédération suisse. On est tous allés en train. En train de nuit. Pardon? En train de nuit? Alors non, en train de jour. Malheureusement, j'ai pris 3 trains pour revenir pour le mondial de fondue par Milan, Montreux, Rolle. Et j'ai eu plus de 2h30 de retard avec le train, ce qu'on a aussi avec l'avion. Mais l'idée, c'était de montrer aussi à l'ensemble de la branche. Et on a eu des exposés aussi sur le développement de l'offre ferroviaire sur l'Europe. Donc, on sent vraiment qu'il y a une sensibilité. Ce n'est pas une mode. Maintenant, c'est vraiment une demande factuelle. Et réduire petit à petit l'offre avec des voyages en avion, vos membres se posent la question? Oui, parce que, par exemple, sur France, il y a certaines lignes domestiques qui sont interdites de le faire en avion. Donc là, le gouvernement a déjà... Interdite par le gouvernement. Hein. Ouais, par le gouvernement a si annulé... Si c'est moins de 2 heures. Hein. Voilà, exactement. Alors, après, il y a aussi des entreprises, vu qu'on en parlait tout à l'heure, qui disent, si vous devez voyager en Europe pour un vol de moins de 2 heures, vous prenez le train.
voilà, avec des compensations différentes, pas CO2, mais des compensations au niveau des heures, pas perdues, hein, parce que si vous allez à Paris, vous êtes presque 2 heures avant à l'aéroport de Genève, il vous faut encore 1 heure et demie ou 2 heures Vous avez le pour temps de descendre travailler en en ville. Ça, c'est typiquement l'exemple où le train a plus qu'une pertinence et une cohérence. Vous évoquez l'aéroport de Genève. Dernière question dans cette partie. Dans un an, l'aéroport de Genève aura un nouveau directeur. C'est Gilles Ruffnard qui remplacera André Schneider, qui était en poste depuis 2016. La présidence devrait aussi changer puisque Pierre Bernheim, le président, arrive au terme de son mandat. Pour vous, pour la fédération, quelles sont les attentes que vous avez envers cette infrastructure majeure et qui prévoit elle aussi de très gros travaux, plus de 600 millions pour moderniser son principal terminal ainsi que la gare CFF? Quelles sont vos attentes? Alors, les attentes, elles sont multiples. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gouvernance d'un aéroport comme Genève, elle est tellement politique, elle est tellement compliquée qu'il faut y aller étape par étape. Vous aimeriez dépolitiser ça? Non, surtout pas. En tout cas, pas moi, puisque je fais un tout petit peu de politique. Mais c'est vrai que les bras de levier, il y a un peu de lobbying, mais il faut arriver avec des projets factuels. Et c'est vrai que on est gâté, on va dire, par rapport à notre petit pays d'avoir 2 plateformes de ce type-là entre Zurich et Genève. Mais on le voit aussi, il y a une prise de conscience de la compagnie aérienne suisse avec justement la possibilité d'aller en train, mais d'inclure le train dans un Genève-Zurich pour éviter de créer des vols Genève-Zurich pour aller charger le départ Zurich, comme on appelle le hub Zurich. Et l'aéroport, en un mot, il y a une attente particulière que vous avez? Alors, l'attente particulière, c'est de fluidifier le trafic, puisqu'il y a certaines périodes où les compagnies aériennes demandent plus de 3 heures avant le vol. Et c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué aussi pour le client consommateur final. Et pour conclure, Stéphane Jaillet, nous arrivons gentiment à la fin de cette année 2023, l'occasion de faire une première rétrospective de votre année. Une rencontre qui vous a marqué cette année, Stéphane Jaillet? Fabien Clerc, le consul et le directeur de Suisse Tourisme au Brésil pour les sélections du Mondial de fondue, un homme extraordinaire et qui m'a beaucoup amené et qui m'a beaucoup ouvert sur la mentalité et le dynamisme brésilien. Un voyage en Suisse ou ailleurs qui vous aura marqué cette année? Ça, c'est un peu plus compliqué. Je dirais l'île Maurice, où je suis descendu au mois de juin. Ma fille, pendant que j'étais sur place au niveau professionnel, a réussi son examen pour partir au gymnase. Et mon épouse, qui avait un nouveau job, a mérité une semaine on va dire, de break sur l'île Maurice. C'était vraiment une destination magnifique. Un livre cette année qui vous a fait voyager? Alors, il ne m'a pas fait voyager, je suis en plein dedans. C'est un livre avec une bande dessinée qui s'appelle La Bombe. Mais c'est une relation historique avec la Deuxième Guerre et puis un petit peu philosophique qui fait réfléchir. Et quand on réfléchit, on voyage aussi un petit peu au niveau du cerveau. Et puis pour terminer, la bonne résolution pour 2024 qui est déjà dans le pipeline, ce sera laquelle? De manger un petit peu moins de fondue que ces 3 derniers jours. Blague à part, de donner un peu plus de temps à ma famille. Merci beaucoup Stéphane Jaillet d'être revenu aujourd'hui. Merci infiniment pour l'invitation. Sur notre plateau. Merci beaucoup Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt d'ici là. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.